Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un cas clinique concernant une patiente présentant un syndrome du défilé cervico-thoracique. Et ensuite, on présentera un petit peu la pathologie, les généralités concernant ce syndrome. Alors, il s'agit d'une jeune patiente de 21 ans qui est adressée par le chirurgien orthopédiste pour suspicion de syndrome du défilé cervico-thoracique post-fracture de la clavicule. Il y a un an, elle a présenté un accident de la voie publique avec une fracture déplacée de la clavicule, ici au niveau du tiers interne, et une fracture qui a été traitée orthopédiquement. Depuis, elle présente des douleurs dans tout le membre supérieur, des paresthésies au niveau des doigts sans systématisation tronculaire. Il existe également une sensation de froideur de la main lors des travaux en antépulsion. C'est une patiente qui est caissière. Elle dit également présenter un manque de force, s'aggravant dans les positions d'antépulsion et d'abduction d'épaule. Dans les antécédents, on retrouve une maladie exostosante qui a été opérée à plusieurs reprises déjà. La question posée par le chirurgien, le cal osseux est-il responsable d'un syndrome du défilé cervico-thoracique? Voici la radio du jour. Quand je la reçois à l'échographie, on retrouve le cal osseux avec ici un petit cal, une petite excroissance. Concernant le syndrome du défilé cervico-thoracique, les généralités, il s'agit d'un terme générique qui correspond aux compressions du plexus brachial C5 à T1, une compression également vasculaire de l'artère et de la veine sous-clavière. Il existe plusieurs sites de compression. Le premier site de compression entre les muscles scalène antérieur et scalène moyen, avec l'émergence ici des racines nerveuses qui vont devenir le plexus brachial. Ce plexus ainsi que l'artère sous-clavière peuvent être comprimés entre le scalène antérieur et le scalène moyen postérieur. Deuxième site de compression, et c'est ce site qui va nous intéresser tout particulièrement dans notre patiente, c'est la compression au niveau de la pince costo-claviculaire, qui est un espace parfois étroit entre la clavicule et la première côte, sous le muscle sternocléidomastoïdien. Autre site de compression, sous le muscle petit pectoral, sous cet espace, on a également la fin du plexus brachial, l'artère sous-clavière et la veine sous-clavière. On a décrit récemment un quatrième site de compression lors des mouvements d'abduction forcés à plus de 90 degrés, qui correspond à la compression du pédicule vasculonerveux par la tête humérale lors des abductions importantes. On va maintenant s'intéresser en échographie à notre patiente en effectuant une échographie du cou au niveau du défilé des scalènes et en descendant jusqu'à la clavicule. On retrouve ici la racine C5, la racine C6, l'émergence de la racine C6, la racine C7, qui devient ensuite le plexus brachial, situé entre le scalène antérieur ici et le scalène moyen postérieur ici. On va maintenant regarder des images fixes pour se repérer un peu plus facilement avec le positionnement de la sonde. Ici, on est au défilé des scalènes. On place la sonde dans cet axe-là. On retrouve le scalène moyen, le scalène antérieur et ici le plexus brachial avec l'artère sous-clavière qui est située à cet endroit. Ici, on a le sternocléidomastoïdien et l'artère carotide qui est située en dessous de la veine jugulaire. On continue de descendre, on arrive bientôt à la clavicule avec toujours le scalène moyen, le plexus brachial et le scalène antérieur situé en dessous du sternocleidomastoïdien. On voit l'émergence de la clavicule apparaître. On va continuer à descendre la sonde. Ici, on est situé sur la clavicule et on retrouve notre plexus brachial avec l'artère sous-clavière juste à côté. Et vous pouvez constater un décroché ici de la clavicule. La corticale osseuse de la clavicule n'est pas régulière, il y a un décroché à cet endroit.
Nous sommes sur, le quart, plutôt, latéral de la clavicule, alors que le cale osseux se situe, beaucoup plus sur le tiers, médial, donc beaucoup plus ici. Il n'est pas visible en échographie puisqu'il est beaucoup plus médialement et on est beaucoup plus latéral. On va voir pourquoi tout à l'heure. On est maintenant, ici au niveau, de la fracture avec la visualisation du cale osseux qui se situe à cet endroit sur l'extrémité médiale de la sonde. Ici sur l'extrémité latérale, on a ce décroché de la clavicule qui est au contact du plexus brachial et qui pourrait donc être responsable, de la compression présentée par la patiente avec, même une petite image ici d'esquille osseuse qui, va directement au contact du plexus brachial. Je le répète, nous sommes à distance du foyer de fracture. Vous le savez maintenant, en échographie, la comparaison du côté contralatéral est essentielle. On effectue donc la même coupe sur le côté gauche, le côté sain, avec la visualisation de la corticale osseuse qui est bien régulière ici, alors que sur le côté droit, on retrouve ce décroché avec cette esquille osseuse au contact du plexus brachial, alors que sur le côté contralatéral, vous voyez bien que la corticale osseuse est régulière sans aucune compression sur le plexus situé ici et sur l'artère sous-clavière. Alors qu'ici, on a la compression du plexus par cet élément osseux. De nouveau, en gros plan, la visualisation de ce décroché de la clavicule, du foyer de fracture et ce décroché au contact du plexus brachial et de l'artère sous-clavière. On va maintenant regarder en vidéo, cette compression. Je, remets les choses en place, la corticale osseuse de la clavicule, l'artère sous-clavière, le plexus brachial, la fin du muscle sternocléidomastoïdien, le cale osseux fracturaire. C'est parti, visualisation de l'artère sous-clavière battante, le décroché de la clavicule au contact du plexus brachial. On passe maintenant en sous-claviculaire, on descend en dessous et on constate là aussi au contact du muscle subclavier, ça a été vu très furtivement, une compression également. Ici, on a le grand pectoral et le petit pectoral. On va poursuivre notre exploration. Avec maintenant une coupe axiale, on fait basculer la sonde d'échographie à 90°. On retrouve ici la clavicule, le muscle subclavier qui se situe à cet endroit et on a dans le muscle subclavier une excroissance osseuse qui vient prolonger le muscle subclavier. On effectue donc maintenant une coupe centrée sur cette excroissance osseuse et on retrouve cette excroissance osseuse qui vient, se prolonger dans le muscle subclavier. Vous aviez vu les antécédents de la patiente. Cette patiente présente une maladie exostosante. Il ne s'agit donc pas d'un syndrome du défilé cervico-thoracique secondaire à une compression du foyer de fracture, mais un syndrome du défilé secondaire à une compression d'une exostose osseuse qui a probablement décompensé dans les suites de cette fracture de clavicule qui a dû modifier le positionnement de la clavicule et rendre l'exostose osseuse vicieuse et comprimer le plexus brachial. Une vidéo centrée sur cette exostose osseuse au contact du muscle subclavier. Vous avez vu furtivement en dessous le muscle subclavier, l'artère sous-clavière qui est donc également comprimée. On la voit ici, l'artère qui est également comprimée lors des mouvements avec des abductions en T-pulsion supérieures à 90°. On a donc à la fois une compression en susclaviculaire ici et également une compression en sous-claviculaire ici, au contact de l'artère. Donc, deux sites de compression au-dessus et en dessous de la clavicule. On explore de nouveau en susclaviculaire avec le décroché au contact du plexus brachial. On passe maintenant en sous-claviculaire et ici la compression de l'artère sous-clavière en sous-claviculaire avec l'exostose osseuse au contact de ces éléments vasculo-nerveux. De nouveau, la fin de la vidéo en sous-clavier.
Donc l'exploration en sous-clavier avec la visualisation de l'exostose osseuse dans le muscle sous-clavier. De nouveau. En résumé, les deux endroits de la compression, ce décroché osseux en susclaviculaire au contact du plexus, un petit peu à distance de l'artère sous-clavière. Mais ici, en sous-claviculaire, on a ce prolongement de l'exostose osseuse dans le muscle sous-clavier, comprimant l'artère sous-clavière. En reprenant le dossier de la patiente, on s'aperçoit qu'elle a réalisé un scanner qui avait été demandé pour rechercher une éventuelle pseudarthrose de son foyer de fracture. Sur ce scanner, on va regarder si l'exostose osseuse était déjà visible. Voici une coupe coronale avec le foyer de fracture situé ici et l'exostose osseuse que vous retrouvez au contact du muscle subclavier. Voilà de nouveau l'exostose osseuse. On va maintenant regarder en coupe sagittale. Visualisation ici de l'exostose osseuse. On va zoomer sur la clavicule sur ce même scanner avec ici une coupe sagittale de la clavicule et vous allez voir l'exostose aller dans le muscle subclavier. Voilà, vous voyez cette pointe osseuse qui va dans le muscle subclavier. On effectue une corrélation entre le scanner et l'échographie, visualisation de la pointe osseuse dans le muscle sous-clavier qui est également très bien visible en échographie. On effectue des reconstructions 3D de ce scanner, visualisation du cal de fracture et ici de l'exostose avec cette attitude vicieuse du cal osseux qui donc comprime les éléments vasculo-nerveux. Donc en conclusion, diagnostic pour notre patiente, elle présente un syndrome du défilé cervico-thoracique par compression d'une exostose osseuse décompensée par la fracture de la clavicule à distance. Il y a peu de chances d'amélioration de la kinésithérapie. On demande donc un avis chirurgical à double équipe, orthopédique et vasculaire, étant donné la compression sous-claviculaire de l'artère subclavière. Visualisation du foyer de fracture et de l'exostose osseuse. Concernant la sémiologie du syndrome du défilé cervico-thoracique maintenant, on retrouve plusieurs symptômes avec une symptomatologie neurologique associant des douleurs avec paresthésie diffuse, sourde, difficile à localiser, changeante au niveau de l'avant-bras, de la main et des doigts. C'est ce que l'on retrouve chez notre patiente avec des paresthésies des doigts qui n'ont aucune systématisation tronculaire puisque nous sommes sur une compression plexique. Ces douleurs sont déclenchées par l'abduction et l'antépulsion prolongée. Il existe parfois un manque de force intermittent, ce qui est exactement le cas de notre patiente. Parfois, la symptomatologie est frustre avec des cervicalgies et des céphalées qui sont associées. J'insiste sur le caractère non tronculaire des douleurs qui nous font éliminer une compression du nerf ulnaire médian ou radial. On retrouve ici sur cet article de Watson de 2010 les différents types de syndromes du défilé cervico-thoracique avec les syndromes neurologiques purs, les syndromes vasculaires purs. À noter que les syndromes neurologiques, c'est 98%
des syndromes du défilé, alors que les syndromes vasculaires sont beaucoup plus rares. Concernant la topographie des douleurs, cet article de 1994 est très intéressant car il permet de vraiment bien situer la localisation des douleurs. Chez notre patiente, on avait exactement cette localisation partant de l'épaule, allant sur tout le bras et sur tous les doigts. Et donc, c'est très intéressant à regarder. Et je vous ai dit, on a parfois une symptomatologie frustre avec des cervicalgies associées qui peuvent nous faire penser à une névralgie cervico-brachiale à tort, avec des IRM cervicaux qui sont normales, alors que nous avons un syndrome du défilé cervico-thoracique. La symptomatologie vasculaire maintenant, avec une claudication intermittente du membre supérieur, pouvant aller dans des cas extrêmes vers des syndromes de Raynaud ou même des cas d'ischémie aiguë sévère, avec parfois des œdèmes, des cyanoses et des pâleurs. Chez notre patiente, on avait uniquement une froideur de la main lors des mouvements d'abduction, des travaux effectués en abduction prolongée. Concernant les manœuvres qui permettent, d'explorer le syndrome du défilé, la manœuvre la plus connue est la manœuvre d'Hudson, où le sujet est debout, maintient sa nuque en rétraction, tourne la tête du côté à examiner et effectue une inspiration forcée. Le patient maintient la ceinture scapulaire en dépression et le test est positif si le pouls radial s'estompe ou disparaît sur le côté examiné. J'effectue beaucoup plus volontiers la manœuvre du chandelier, plus facile selon moi, mais chacun a ses caractéristiques. On met la patiente en position du chandelier, on lui demande de fermer et d'ouvrir ses poings sans s'arrêter pendant 3 minutes. Le test est considéré comme positif si apparaît une fatigue importante au bout de 1 à 2 minutes et si cela correspond à la symptomatologie reproduite. Chez notre patiente, la manœuvre de Rousse était positive dès 30 secondes, donc très rapidement. D'autres manœuvres ont été décrites comme les manœuvres d'Eden ou les manœuvres de Wright modifiées. Concernant les étiologies, on retrouve des cas osseux de fracture de clavicule. C'est ce qui était suspecté ici. On a ici ce cas, un patient qui s'était défenestré du troisième étage, avait un énorme cal osseux qui venait comprimer le plexus brachial. On retrouve parfois des côtes surnuméraires, une côte surnuméraire qui vient comprimer le plexus. Dans d'autres cas, il s'agit d'apophysomégalie de la vertèbre C7 comprimant le plexus. Enfin, dans de nombreux cas, il n'y a pas de cause retrouvée et se pose la question de la posture ou de l'absence de chaîne musculaire postérieure qui paraît déficiente. On va en reparler dans quelques minutes. En effet, on retrouve souvent chez les patients présentant un syndrome du défilé cervico-thoracique idiopathique un abaissement des épaules, un enroulement des épaules vers l'avant, venant comprimer le passage costoclaviculaire. Donc ceci a été bien décrit. La symétrie scapulaire est également retrouvée et c'était le cas chez notre patiente. Je n'ai malheureusement pas pris de photo, mais on avait exactement une asymétrie scapulaire du côté du défilé. L'attitude syphotique ainsi que la rotation interne d'épaule, comme je vous l'ai dit, doit vous faire penser à un syndrome du défilé chez un patient présentant des douleurs de tout le membre supérieur avec une systématisation non tronculaire. Cette attitude avec la tête en avant, en antécolie, l'enroulement des épaules, les épaules, l'attitude syphotique du rachis thoracique et donc, c'est là que vous comprendrez qu'en termes de rééducation, il sera important de travailler toute notre chaîne postérieure, trapèze, érecteur du rachis, rhomboïde, grand rond, grand dorsaux, pour avoir une attitude beaucoup plus droite, permettant d'ouvrir la pince costoclaviculaire. On va en reparler. Les examens complémentaires sur le plan vasculaire, on va effectuer une échographie Doppler artério-veineuse dynamique pour rechercher cette compression lors des manœuvres d'abduction. La radiographie recherchera les causes osseuses. Enfin, on pourra rechercher au scanner et à l'angio-IRM
effectuer bras le long du corps et bras en abduction, la compression allant parfois, comme ici sur cet angio-IRM, à une compression totale des artères subclavières chez ce patient présentant un syndrome du défilé. J'insiste sur le fait que les angioscanners et angio-IRM doivent être effectués en position neutre, puis les bras en antépulsion pour rechercher la compression. L'électromyogramme est un examen difficile, il faudrait faire un examen dynamique. J'insiste sur le caractère dynamique du syndrome du défilé et donc rend difficile l'exploration par l'électromyographie. Concernant la prise en charge en généralité, la rééducation va être effectuée en première intention dans les causes idiopathiques, bien entendu. Classiquement, on parlait du protocole de Pitt, qui est un protocole qui date des années 50, basé plutôt sur des postures isométriques. De nos jours, nous préférons largement une prise en charge rééducative plutôt intensive à base de musculation de toute la chaîne postérieure. En cas d'échec, la prise en charge chirurgicale pourra être indiquée. Personnellement, comment je prends en charge les patients avec syndrome du défilé? La plupart du temps, ce sont des patients qui sont en retard diagnostique, avec un délai diagnostique en général entre 2 et 5 ans avant de faire le diagnostic de la pathologie. Ils sont en échec de multiples thérapeutiques. Euh, pour moi, le protocole PIT est un protocole ancien basé sur des exercices isométriques et je suis un partisan des exercices actifs de renforcement musculaire. J'adresse en général les patients vers une personne que vous connaissez si vous suivez la chaîne depuis longtemps, Pierre Roulière, professeur d'activité physique adaptée, qui va mettre en place un protocole de renforcement de toute la chaîne musculaire postérieure afin d'ouvrir cette pince costoclaviculaire. Quelques exemples d'exercices. Cet exercice, le face pull, où on va travailler la chaîne postérieure composée du deltoïde, de l'infraépineux, du trapèze, et on va permettre d'ouvrir cette chaîne. Un exercice d'ouverture scapulo-thoracique facile avec un élastique où on va faire des mouvements d'extension de l'élastique pour activer l'ouverture scapulo-thoracique. Enfin, un exercice que j'apprécie tout particulièrement qui permet de renforcer la totalité de la chaîne postérieure, le rowing planche avec un patient qui est placé à plat ventre sur un banc et qui va tirer le poids vers lui pour permettre d'ouvrir cette pince. Des exercices de renforcement de toute la chaîne postérieure comme le soulevé de terre roumain que vous connaissez si vous suivez la chaîne ou le Superman. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, un peu plus long que d'habitude, 22 minutes. Je remercie les abonnés puisque nous sommes depuis quelques jours à 2000 abonnés. Merci à tous.